Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine. Bonjour, bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons John Ngombwa. Il est journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa. Bonjour John Ngombwa. Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonjour Dismas Kitenge. Bonjour Guy Maté, bonjour tous les auditeurs de la Radio Okapi et tous mes co-débatteurs dans cette émission. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou. Bonjour Guy Maté, bonjour à tout le monde, auditeurs, auditrices. Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 jours de la semaine. Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique Coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Nous sommes dans un regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Ngombwa. Il est journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Nous allons commencer cette émission par un commentaire sur la problématique des inondations à Kinshasa et dans beaucoup de villes de la RDC pendant des fortes pluies. Le Sénat s'est penché sur cette question à la plénière de lundi dernier. À cette occasion, le sénateur Alexis Tambwe Mwamba dit avoir visité au moins 90% des capitales africaines. Il est convaincu que Kinshasa est la capitale la plus sale de l'Afrique. On se rappelle qu'à la 75e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a affirmé attendre du gouverneur de la ville de Kinshasa du courage dans l'application stricte et rigoureuse des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, lors de la lecture du compte-rendu de cette réunion. Selon les porte-parole du gouvernement, dans le même esprit, le chef de l'État attend également des bourgmestres une implication efficiente dans les travaux d'assainissement de leurs communes respectives. Félix Tshisekedi a responsabilisé les bourgmestres de la ville province de Kinshasa sur l'assainissement des eaux de pluie, a-t-il précisé. Par ailleurs, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba, a annoncé que 90% des bourgmestres seront sanctionnés parce qu'il estime qu'ils ne travaillent pas, alors que les communes, selon lui, ont des moyens et font des recettes. Il ajoute, il y a aussi la rétrocession de la ville vers les communes. John Ngombwa, le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, incombe la faute au bourgmestre. Il annonce que 90% des bourgmestres seront sanctionnés parce qu'il estime qu'ils ne travaillent pas, alors que les communes ont des moyens. Il ajoute même qu'il y a la rétrocession de la ville vers les communes. Votre commentaire? Bon, mon commentaire, c'est que attribuer cette responsabilité simplement
au bourgmestre, n'est pas être correct dans la mesure où l'assainissement de la ville de Kinshasa n'est pas une activité localisée. Elle doit répondre à un plan global qui répond de l'hôtel des villes, donc du gouverneur ou du gouvernement provincial. C'est lui qui est maintenant l'impact au niveau de chaque commune. Donc il y a une action initiale qui doit être menée en termes déjà de concessions au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa. Alors ce n'est pas les bourgmestres. Je crois que si les bourgmestres ont une responsabilité, ce serait dans la mise en œuvre de cette politique exprimée ici par les slogans Kinbobet du gouverneur Ngobila. Mais je crois que ça c'est pas nouveau. Il n'est pas le premier à amener juste des slogans dans cette matière-là. Il y a eu d'autres avant lui. Et donc il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas une vraie détermination des responsables de la ville de Kinshasa pour pouvoir assainir cette ville, parce que comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est les chefs de l'État, il faut du courage, et la plupart du temps vous allez trouver qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans l'attribution des parcelles à des endroits qu'il fallait pas, et ainsi de suite. Donc ils sont juste des partis pour la plupart des cas. Donc moi je crois que attribuer cette responsabilité simplement au bourgmestre, ce n'est pas du tout responsable. Dismas Kitenge, vous êtes établi dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Et que pensez-vous de cette question des inondations causées également par l'insalubrité dans nos villes? Merci beaucoup. Cette problématique des inondations dans les villes congolaises, villes africaines, mais particulièrement dans les villes congolaises, ne concerne pas que Kinshasa. Ça concerne d'autres villes aussi de la République démocratique du Congo, à Kisangani où je vis. Il y a aussi ces problèmes des inondations, à Lubumbashi aussi. Mais le problème, c'est que, je dirais, les responsabilités sont de plusieurs niveaux. Et la première responsabilité, c'est au gouvernement de la République. Le gouvernement de la République doit avoir un plan de développement à long terme de la République et de toutes les villes. Établir un plan de développement au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de l'Urbanisme, tous les ministères qui concernent le développement de la province. Faire un plan de développement des villes. Donc, ces plans de développement au niveau national n'existent pas. Deuxièmement, c'est attribuer des moyens qu'il faut aux provinces. Vous savez déjà que les provinces font face à ces problèmes de rétrocession. Kinshasa bouffe la majeure partie des recettes, ne rétrocède même pas les 40% qui sont prévus dans la Constitution. Les provinces reçoivent entre 15 et 20%, donc ça pose un problème. Donc, les moyens au niveau national qui doivent être rétrocédés aux provinces. Sur ces chapitres-là, troisième problème, c'est la gestion des provinces, la gestion des entités décentralisées. Pose problème, il y a mégestion à tous les niveaux. Au niveau des provinces, au niveau de bourgmestres, au niveau de communes, tous ces problèmes-là de la mégestion, le manque de transparence dans la gestion, le manque de redevabilité. C'est-à-dire, il faut que les gestionnaires des entités décentralisées puissent répondre devant les organes de gestion de leurs entités. Par exemple, au niveau des provinces, ça existe. Mais par contre, au niveau de bourgmestre, vous savez, des communes, nous n'avons pas d'élections locales depuis plusieurs années. Et nous sommes en train d'appeler qu'on organise ces élections locales pour permettre à ce qu'il y ait des organes de contrôle de gestion au niveau de communes, au niveau de chefferies, au niveau des territoires. Alors, seul le bourgmestre gère, il n'y a pas un conseil communal pour le contrôler. Donc, ça c'est un problème. Un autre problème important, c'est aussi le problème de, je disais, transparence et redevabilité, c'est le problème de sensibilisation des populations. L'État a sa part de responsabilité à tous les niveaux. C'est le premier responsable de tout. Mais il y a aussi ces problèmes de la sensibilisation des populations. Pour ne pas faire des constructions anarchiques qui sont tolérées, qui sont même encouragées d'une manière ou d'une autre par les autorités. Mais il y a aussi cette sensibilisation au développement à la base qui doit être faite par
les populations, qui doit être approprié par les populations, pour dire à la base que il faut entretenir nos rues, nos quartiers, il faut pas jeter les immondices de telle manière. Il faut que cette culture de développement, cette culture de prise de conscience à la base pour contribuer au développement, mais aussi pour être récent vis-à-vis des autorités, ça se fait pas. C'est aussi la part de responsabilité de la population. Merci. Qui doit contribuer au développement, mais qui doit aussi demander des comptes. Merci Louis Magloire Kemayou. Pour vous, comment peut-on solutionner cette problématique d'insalubrité de nos villes en Afrique, qui sont, n'est-ce pas, à la base aussi des inondations, étant donné que les ordures bouchent les quelques canalisations d'eau que nous pouvons avoir? Je vais pas être très long parce que mes prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel, mais je crois qu'il y a deux mots qui se dégagent et qui sont très importants dans cela. Le premier mot, c'est la gouvernance et le deuxième, c'est le civisme. Gouvernance parce que ceux qui sont chargés de la gestion de nos villes, les élus, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, voire qu'il s'agisse d'élus de proximité comme les bourgmestres, ils doivent faire avec le minimum qu'ils ont afin que les objectifs qui leur ont été fixés, les objectifs qu'ils se sont par moment eux-mêmes fixés, soient atteints. C'est la première chose. Il s'agit par exemple de faire un plan d'urbanisation de la ville, de s'assurer que dans ce plan d'urbanisation, il y a des zones de rétention d'eau, que dans ces zones de rétention d'eau, on a également prévu l'acheminement des eaux, de sorte que quand on fait une route, il y ait des caniveaux qui permettent, avec une profondeur décente, de conduire les eaux vers ces zones de rétention pour que l'eau ne reste pas au niveau de la chaussée ou bien de la terre battue. Et puis de l'autre côté, il faudrait également que quand on organise la décentralisation, que les moyens qui sont alloués aux communes, aux provinces, permettent à ces communes et à ces provinces de véritablement faire face aux attentes de la population, dont font partie également les questions d'urbanisation et de gestion des eaux. Enfin, je crois qu'il y a la question du civisme qui tient au fait que les populations doivent elles-mêmes comprendre qu'elles sont responsables de leur quotidien. Si vous bouchez tous les trous qui ont été faits pour acheminer les eaux ou pour trier les déchets et permettre que les eaux qui arrivent n'arrivent pas avec en traînant tous les déchets qu'il y a sur la route, vous empêchez également le travail qui a été fait de produire un résultat optimal. Donc, je pense que il faut faire que tout cela tienne en deux termes, la gouvernance et le civisme, tant de la part des gouvernants que de la part des populations, parce qu'il faut une union sacrée. Il n'y a pas question ici de savoir si la majorité ou l'opposition qui est à la province ou bien chez les bourgmestres s'entend bien ou pas, ils doivent s'entendre. Et puis l'union sacrée doit comprendre également la population pour que tout le monde participe, que ce soit une harmonie, que ce soit un véritable orchestre qui produit le même résultat de façon harmonieuse pour le bien-être de tous. Merci, nous allons prendre une petite pause avec Kinshasa, cette chanson des JBM Piana, et on revient juste après. Kinshasa ngoya te, Jise Tumba, Freddy Mokolo. Ngana yokaki na tango kinyetonda santima, tango na komina kinyango ngai na miyokeli mawa. Oh, ngai na miyokeli mawa. Na miyokeli mawa. Papa Lovi Kim Cole. Ngana yokaki na tango kini poto moindo e, tango na yokaki na radio e bangu na sombitike o, tango na komina kinyango mingi bitambo na pipa susi. Plantation va fermer totike li bananyo. Na miyokeli mawa. Kino Matadi. Na miyokeli mawa. Georges Malaba, Willy Kamenga. Et pourtant biso na village va Kinshasa puis mourir. Ozala mwasi mobali to mwana rendez-vous na kini. Tango na koti na matonge oyo kokamwa. Tango na koti na boulevard suka illusion. Ngai na miyokeli mawa. Na miyokeli mawa. Chocho Bokito Bobolanga. Pansi pana mata
feti. Pasi palaba wende. Pasi palaba fulu. Dala kuna bakangi moto. Yoka kuna baibi. Pasi palaba shege. Pasi palaba jami tubakata. Oyo neti Sodoma. Oyo neti Gomorrhe souci. Vicky Jenny. Pasi palaba tanga. Pasi palaba feti. Pasi palaba wende. Pasi palaba fulu. C'était Kinshasa, chanson contenue dans l'album TH de JB Piana, sorti en 2000. On revient à l'actualité de cette semaine. L'Assemblée nationale interdit au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. Cette résolution intervient alors que le gouvernement de la RDC s'apprête à participer très prochainement dans la capitale kenyane pour parler de Nairobi avec les groupes armés congolais pour mettre fin au cycle de violence dans la partie est de la RDC. De leur côté, dans une déclaration faite à l'issue de l'assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, les évêques et archevêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, se sont dit préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire de la RDC, notamment dans l'est du pays. Par ailleurs, la CENCO encourage les efforts diplomatiques, mais prévient que l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. John Ngombwa, vous êtes journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa. Les députés nationaux s'opposent à travers une résolution à toute éventualité d'intégration des forces négatives dans les FARDC. Et pendant ce temps, il y a toute cette dynamique, n'est-ce pas, dans la région des Grands Lacs qui a tendance, n'est-ce pas, à pousser la RDC à parler avec les groupes armés, notamment avec les M23. On se rappelle ces communiqués signés récemment par le président burundais et l'ancien président kenyan. Et ils ont, dans ces communiqués, annoncé la prochaine session du processus de Nairobi. Et dans ces communiqués, il est souligné la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties prenantes. Et à votre avis, John Ngombwa, face à ces deux dynamiques internes et régionales, quelle position la RDC devrait-elle adopter? La RDC devrait adopter la position de la population congolaise qui est fatiguée de toutes ces négociations cycliques interminables qui reviennent toujours et qui dépossèdent le pays à chaque négociation d'un peu plus de son, j'allais dire, sa souveraineté. Parce que les négociations avec les rebelles, on n'en est pas au premier coup, hein. On les a déjà eu avec le RCD, on les a déjà eu avec le MLC, et on a vu où est-ce que ça nous a mené. Alors, je crois qu'il est grand temps que cela puisse cesser. Et moi, je suis un peu préoccupé sur la fermeté du gouvernement face à cette question-là. Parce que se faire aider par l'Assemblée nationale me paraît un peu comme une fuite à fond. On dirait que si l'Assemblée nationale n'avait pas fait ce double verrouillage, le gouvernement risquait, ou les négociateurs congolais risquaient même de changer d'avis. Alors ils ont dû au préalable faire ces verrouillages juridiques. Mais à mon sens, ils n'en ont pas besoin. Le pays doit se défendre tout seul. Alors donc moi je crois que il n'est plus l'heure de pouvoir perdre du temps avec des négociations qui vont déboucher par la dépossession du pays. On a vu le M23, si vous le prenez, on n'est pas au premier coup. Le M23 a déjà été dans des négociations et c'est une hydre à plusieurs têtes. Donc aujourd'hui, si on coupe une tête, une autre va apparaître demain. Donc moi je crois que le vrai combat qu'il y a maintenant, c'est de défendre son territoire et de ne pas se laisser faire par les premiers venus qui prend une arme. Parce que le M23, quand on prend dans l'absolu, mais il vaut quoi en termes d'effectifs? Alors, tout un pays ne va pas être à la botte d'un groupe d'individus mal intentionnés comme les gens du M23. Donc moi, je pense que on ne devrait pas se laisser aller dans ces négociations pour concéder quoi que ce soit. Il n'y a pas de place
Merci Dismas Kitenge, vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et si la RDC cédait à la recommandation de la communauté des États de l'Afrique de l'Est lui demandant de parler avec tous les groupes armés, on suppose que la RDC, pour ne pas, n'est-ce pas, perdre la face, va exiger au M23 de se retirer de toutes les positions qu'il occupe. Et vous voyez le M23 accepter de se retirer sans poser des conditions. À votre avis, quelle pourrait être, n'est-ce pas, la contrepartie que le M23 pourrait obtenir de la part du gouvernement congolais? Merci beaucoup, Guy Maté, pour la question. Je comprends la position du Parlement congolais, de l'Assemblée nationale. C'est un principe qu'ils ont, que cette Assemblée a levé. Mais il faut voir la réalité en face. À mon sens, il faut que le gouvernement de la RDC travaille sur 4 points. Le premier point, c'est sur le plan militaire. C'est son droit et c'est son devoir de défendre son intégrité territoriale. Aucune nation, aucun pays, aucune organisation internationale, personne ne peut empêcher la RDC de défendre son territoire lorsqu'il est envahi, lorsqu'il y a des gens qui se rebellent, qui prennent les armes contre un gouvernement, contre une nation. C'est le droit légitime à la défense de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Le Congo ne vit pas dans un pays isolé, dans un monde isolé. Le Congo, la RDC fait partie des Nations Unies, fait partie de l'Union africaine, fait partie d'organisations sous-régionales comme la communauté est-africaine, à laquelle on a adhéré il n'y a pas très longtemps. Et toutes ces organisations appellent au dialogue. Les dialogues politiques, mais les dialogues assortis de certaines conditions. Donc la RDC doit poser ces conditions. Mais même si on fait la guerre, mais la guerre se termine aussi par un dialogue. Et puisque dans cette guerre qui se passe maintenant, il y a 2 acteurs importants qu'il faut distinguer. D'un côté, il y a les acteurs étrangers, qui est le Rwanda, qui est nommément cité, établi qu'il est là. Donc cet État-là, même si on fait la guerre avec lui, après, c'est un État voisin, on aura à discuter, les dialogues, les contacts diplomatiques vont intervenir. Une autre partie, c'est les Congolais. Il y a une partie des Congolais qui se trouvent dans les M23. On ne peut pas les nier. Ce sont des Congolais qui décident de prendre des armes pour X raisons, mais la prise des armes est condamnée. Donc là, avec ces Congolais-là, qui sont des Congolais, lorsqu'ils rentreront à la raison, il faut les intégrer d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas forcément dans l'armée. C'est-à-dire, dans la société, on va les accepter. On ne va pas nier leur nationalité. Ça, c'est du point de vue diplomatique. Je pense que le Congo a à faire aussi certaines concessions réalistes, certaines concessions normales assorties de cette condition. Sur le plan politique, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, il n'y a pas que l'M23, il y a aussi d'autres groupes armés qui sont là, qui ont pris des armes. Il y a aussi certains Congolais qui veulent profiter ou qui profitent de cette situation pour poser d'autres problèmes. C'est qu'au niveau politique, j'ai dit, il faut une cohésion nationale. Il faut une démocratie aussi qui doit s'installer partout pour permettre que le Congolais soit entendu, que les Congolais se retrouvent dans les institutions. Cette crise va au-delà de ce que nous voyons pour poser aussi les vrais problèmes fondamentaux du pays au niveau politique, démocratie, au niveau du respect des droits humains. Il y a aussi au niveau de la justice. C'est que tous ceux qui prennent les armes ne peuvent pas considérer que le fait de prendre les armes pour présenter des revendications politiques peut constituer une prime à l'impunité. On doit combattre l'impunité. Ceux qui ont pris des armes ont commis des infractions, qui commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire, ils doivent répondre à la justice. Donc, merci. Ils doivent être poursuivis au niveau de la justice. Et lorsque leur culpabilité sera établie, condamnée, puisqu'il y a des crimes qu'on ne peut pas amnistier. Il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Donc aujourd'hui, en droit international des droits de l'homme, on dit que ces crimes sont des crimes internationaux imprescriptibles et on ne peut pas non plus les amnistier. Donc les auteurs de ces crimes doivent être... Et la RDC doit se saisir de ces principes du droit international pour les mettre dans toutes les négociations au niveau international et au niveau national. Donc j'ai dit, l'M23 peut poser ces conditions. Mais si l'M23 est défait militairement,
il sera aussi réduit politiquement. Il ne pourra plus donc présenter des revendications comme s'il était en position de force. Mais si nous sommes en position de faiblesse sur le plan militaire et que l'M23 arrivait jamais d'aventure à prendre Goma, à prendre d'autres entités, à ce moment-là, il va se prévaloir dans les négociations. Il aura des prétentions, mais s'il est défait, s'il est battu et vaincu sur le plan militaire, il n'aura plus à dire des choses. Merci. Donc, on va les considérer comme une force effacée. Merci. Mais sur le plan militaire, si nous connaissons des problèmes, à ce moment, ça va nous mettre dans une mauvaise situation. Ce que je voulais dire aussi, permettez, Guy, que je glisse ça. Sur le plan diplomatique, ne soyons pas non plus dupes. Nous savons que le Rwanda est là. Et même les pays qui viennent nous aider ne sont pas totalement avec nous. Parce que quand vous suivez leur discours, il faut négocier. Ça signifie quoi? D'une manière ou d'une autre, il faut savoir lire les choses entre les lignes. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, ils soutiennent un peu le M23, même sur le plan politique ou diplomatique. Puisque s'ils n'étaient pas avec le M23, ils n'auraient pas demandé au gouvernement congolais de négocier. Merci Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du club de l'information africaine. La question qu'on peut se poser ici, parler ou négocier avec les groupes armés signifie nécessairement les intégrer au sein des FARDC. On ne peut pas parler avec eux sans pour autant, n'est-ce pas, les intégrer dans l'armée nationale, comme l'a dit Dismas Kitenge. Et à votre avis, pourquoi les M23 semblent s'accrocher à cet aspect des choses, l'intégration au sein des FARDC? Non, je crois qu'il y a, au-delà du fait d'intégrer les membres du M23 dans l'armée, il faut déjà intégrer les citoyens de l'Est de la RDC dans la citoyenneté congolaise, parce que c'est quand même un sujet qui est très important. S'ils ont pris les armes, c'est qu'il y a des raisons qui ont présidé à cela. Je voudrais pas faire de parallèle avec la situation qui est aujourd'hui vécue dans l'Est de l'Ukraine, où certaines populations russophones considéraient qu'elles n'étaient pas respectées dans leurs droits en tant que minorité et ont fait appel au parapluie de la Russie pour les protéger, et cela a débouché sur le conflit que nous avons aujourd'hui. Toute proportion gardée, il faut quand même se dire que même si le cas de la situation à l'est de la RDC n'a rien à voir avec la situation à l'est de l'Ukraine, il y a quand même quelques similitudes, et que par moment, même si on veut établir des principes, faut voir comment ça se passe dans d'autres pays. Rester dans une situation de guerre aussi longue, parce que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, on est passé par le 4+1 dans le gouvernement du pays, qui faisait que le gouvernement avait en face de lui 4 groupes rebelles avec lesquels il devait co-gérer le pays, et malheureusement certains ont dit que 4+1 était égal à 0, puisque ça n'a pas produit les résultats qui étaient attendus. Et donc aujourd'hui, on est face à une Assemblée nationale qui dit qu'elle ne va pas discuter. Bien sûr, si on se met à discuter avec toutes les personnes qui prennent les armes, c'est un mauvais signal qui est envoyé. C'est celui qui consisterait à dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous et que le rapport de force vous est favorable, vous nous obligerez à venir négocier avec vous, et nous serons obligés en quelque sorte de vous accorder tout ce que vous nous demandez. Ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il faut vraiment régler la question en partant du fait que ce fut une erreur pour moi au moment de la création de l'OUA de parler de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, parce que nous savons tous comment ces frontières ont été tracées et les problèmes que cela pose aujourd'hui, à la fois concrètement pour les pays et de façon potentielle dans plein de zones du continent où vous avez des groupes ethniques qui chevauchent les frontières et qui par moments sont renvoyés vers un autre pays parce qu'on considère que leur place n'est pas là où ils sont en tant que minorité. Donc pour moi aujourd'hui, au-delà du fait d'établir des principes, il faut aussi avoir une question de réalisme et se dire que même si on ne veut pas discuter avec eux, il faut au moins reconnaître pour ceux qui le sont, qu'ils sont congolais, et leur accorder leurs droits en tant que congolais, et avec eux combattre toutes les menaces extérieures qui fragilisent le pays. Oui, lui, Magloire Kemayou, par rapport à ces principes d'intangibilité des frontières ici de la colonisation, vous ne pensez pas qu'évoquer cette question aujourd'hui, c'est ouvrir la boîte de Pandore, n'est-ce pas, qui peut occasionner le chaos, l'anarchie à travers toute l'Afrique? Non, ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons une réponse à cela qui est le panafricanisme, qui est de dire, essayons de faire en sorte que l'Afrique soit un grand groupe, un grand bloc uni face à l'extérieur. Si cette question est résolue,
Pour moi, ceux qui tirent les marrons du feu, ce sont les grandes multinationales qui exploitent les richesses du sol et du sous-sol de l'Est de la RDC. Si on règle ce problème en prenant les choses par le panafricanisme, pour moi, les populations, toutes les populations des deux côtés de chacune des frontières se sentiront impliquées. Et ceux qui seront perdants, ce sont malheureusement les vautours aujourd'hui qui viennent manger sur la bête, manger sur le corps de la bête, qu'ils sont en train de déplumer au détriment de tous les lois et de toutes les résolutions internationales. Si on n'avait pas fait un règlement sur les diamants du sang, ce serait pire que ce que nous vivons aujourd'hui. On n'a pas réglé toutes les questions liées à l'exploitation du diamant et à tous les drames que cela pose. Mais on a au moins limité la casse. Et aujourd'hui, sur la question de l'exploitation des minerais à l'est de la RDC, il n'y a malheureusement pas de résolution aussi contraignante. Donc, il faudrait peut-être songer à cela et ajouter à cela l'élément politique qui est le panafricanisme pour que l'on ait au moins la capacité de se dire, nous sommes unis, véritablement unis par une communauté de destin, une communauté géographique, et qu'après, unis, nous serons plus forts que toutes les menaces qui viennent de l'extérieur. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté de Koffi Olomide intitulée Femme. On revient juste après. Femme. Double King, motema pembe ya farina esalelanga gato ya bonheur saya mosala momebe ndenge nini yango aleki kitoko na 18%. Eske maboko na etende etangisa lisala soso na wikidiki fleur rose ezanga mbuma me bato bandima riske ya baepine ebongo yo fleur avec bafruit baepine mpe sève na yo miel na afronta danger yango mpe nazwa yo tala basicatrice ya bolingo yokanga yo mawe yakali bapusin bazolela malili na mpokwa moto aliaki mama na bango na ntongo soki abwakeli bango loso aza moto malamu to mabe mobomi asomeli ebembe cercueil ya talo eske eza te façon akosenga pardon sheri kozala bongo te oyanga motema ekomi otatoli ezala moto la mort azeli karese obambi kayas soki oboyeli na amour luka kompani ya crash airline kuna batekaka biye ya dieu soma ya business class nakufa luxueusement cendre nanga batiango na bokal avant bokanga pardon tia soi na yo ezala potopoto ya bolingo lokola molunge moto amoni piscine na papa na St. James Rolls BMC mwana nwele quand il fait chaud na mboka bato si bakomprena na bango ke mopepe oyo bazoluka estationaka epai ozali eza koabsorbe parfum ya suki na yo apres ekabolango na mboka bamalade bapema son bonbonne bana babika na maladie de la peau yoza mystérieuse tu apportes la joie nazanga yo na kokufa Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine. Nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la problématique des inondations à Kinshasa et dans beaucoup de villes de la RDC pendant de fortes pluies. Nous avons aussi analysé la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Participe à cette émission John Ngomboa, il est journaliste, il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa. Dismas Kitenge, président
du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Lui, Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Il est écrivain et président du club de l'information africaine. Un autre fait d'actualité de cette semaine, c'est la conférence des partis sur le changement climatique COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Premier ministre Samalou Kondé a réaffirmé la position des pays solutions qu'occupe la RDC dans la bataille planétaire contre les dérèglements climatiques qui met tout son potentiel en ressources naturelles face aux gaz à effet de serre. C'est à l'occasion de sa prise de parole lundi dernier du haut de la tribune de la COP devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il a insisté sur le fait que la RDC apporte des solutions, certes, mais elle a aussi besoin de répondre aux attentes de sa population. Il plaide ainsi pour une allocation de moyens financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs et contributeurs à l'écosystème mondial. John Gombois, l'argent des pays du Nord, les pays pollueurs, semble être l'enjeu de cette COP27. On parle de 2400 milliards de dollars américains, somme convenue pour financer les dégâts et les efforts d'adaptation. Si les 100 milliards décidés depuis plusieurs années n'ont pas été décaissés, certains observateurs se demandent s'il sera facile pour ces pays, ces puissances, de donner 2400 milliards de dollars. Je ne pense pas que ça sera aisé parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Aujourd'hui, ceux qui détruisent la planète, c'est ceux qui se considèrent comme étant dans une civilisation avancée. Et bien, on a la nette impression que ces gens, en réalité, ils veulent détruire le monde en faisant porter le chapeau à d'autres. Et on a bien vu tous les COP qui se sont précédés n'ont été que de vœux pieux. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui cela va changer. Par contre, il est grand temps que les nations, quand vous remarquez même du point de vue géographique, les pollueurs sont au nord et ceux qui compensent sont au sud. Évidemment, on a aussi un peu l'Amazonie, mais il est grand temps que tous ces pays solutions, notamment la RDC, puissent structurer leur discours et être fermes sur leur position. On sent que la plupart du temps, ils vont là-bas dans ces rencontres en ordre dispersé, beaucoup plus comme pour quémander de l'aumône, alors qu'ils participent aujourd'hui à la vie de l'humanité. Donc, à mon sens, les pollueurs ne vont pas dégainer les cœurs, mettre cet argent sur la table si ceux qui se positionnent comme pays solution ne sont pas fermes dans leur position. Dismas Kitenge, comment peut-on espérer réussir dans ces processus de lutte contre les réchauffements climatiques, là où les partis ont du mal, n'est-ce pas, à respecter leurs engagements, surtout les pays pollueurs, les grandes puissances, n'est-ce pas, qui font des promesses, qui prennent des engagements, mais qui ont du mal, n'est-ce pas, à respecter ces engagements. Comment peut-on arriver à réussir dans ces processus? La problématique de cette question climat aujourd'hui, avec les revendications des pays du Sud victimes de la pollution, se résume par la question de compensation, la question de dommages, pertes subies par le pays du Sud qui demande au pays du Nord de réparer ça. À travers donc ces questions de réparation, questions de responsabilité, c'est autour de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Et dans cette problématique du climat, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire, le pays du Nord, qui doit donner de l'argent au pays du Sud, hésite à le faire. Hésite à le faire pour plusieurs raisons objectives et subjectives. Parmi les raisons objectives, c'est que ces pays sont en crise. Il faut savoir la crise économique internationale, taper de plein fouet ces pays pollueurs, ces pays développés, ajouter à ça la Covid, ajouter à cela la guerre aujourd'hui en Ukraine. Donc, des problèmes économiques et des problèmes géopolitiques qui constituent des obstacles aux pays du Nord, aux pays pollueurs, de donner l'argent aux pays du Sud. Ça, c'est un problème réel. Ils ont aussi des problèmes économiques puisque l'enveloppe est énorme. Les engagements pris par ces pays-là, pollueurs, pays développés à l'époque, se chiffraient à environ 100 milliards de dollars qu'ils devaient donner chaque année.
Ce sont des sommes énormes dont leurs économies ont besoin. Donc, maintenant, des raisons subjectives, objectives et subjectives, c'est que le pays du Sud qui doivent avoir cet argent-là, en termes de compensation, en termes de dons, ce n'est pas l'argent qui est prêté. Ce n'est pas l'argent qui va générer d'intérêts. Ce n'est pas l'argent que le pays du Sud, les pays victimes de la pollution doivent rembourser. Mais les pays du Nord ont des doutes aussi sur les systèmes de gestion des pays victimes de la pollution. Donc, problème, c'est paradoxe entre le dommage qu'ils doivent payer et les problèmes de gestion. Est-ce que cet argent que réclame le pays africain, le pays du Sud, qui sont victimes de cette problématique de la pollution, des conséquences néfastes de la pollution, entre autres la sécheresse, les inondations, la pauvreté extrême et l'insécurité créée par la problématique, est-ce que cet argent sera bien géré? C'est facile de demander l'argent, mais quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour gérer? Alors, pour résoudre ces problèmes, il faut démontrer, démontrer les conséquences d'abord des réchauffements climatiques sur vos pays, comment ça détruit. Il faut construire un argumentaire scientifique, avec des éléments scientifiques de preuve, de la manière dont les réchauffements climatiques, les conséquences climatiques, vous les ressentez. Ça manque un peu à certains pays du Sud. Il faut construire cet argument avec des chiffres. 2, il faut montrer que si vous avez cet argent, donc ces conséquences-là coûteraient, chiffrer les conséquences normalement, coûteraient autant. Et troisièmement, il faut démontrer aussi que si vous avez cet argent-là, comment vous allez investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans les aspects touchés par les conséquences climatiques. Comment vous allez investir aussi dans les développements? Ça manque beaucoup aux pays du Sud. Merci. Et ensuite, comment vous allez injecter cet argent dans les développements intégral, y compris de l'écosystème de la diversité. Ça aussi, c'est un élément. Et ensuite, ce que les États doivent faire, après avoir construit cet argumentaire scientifique démontrable et ce plaidoyer pour la réalisation des fonds et montrer où vous allez mettre cet argent, il faut aussi que les travail soit fait par ces États au niveau de leur population. En termes d'éducation, montrez aussi les efforts que vous avez faits vous-même avec vos propres moyens avant d'attendre le moyen des autres. Moi, je pense que de cette manière-là, on peut bien faire. Si vous avez commencé vous-même, vous avez mis le paquet, vous avez fait le travail, vous démontrez ce travail, vous le valorisez pour que les autres comprennent que réellement, c'est un engagement qu'ils ont pris et ils sont en train de le réaliser. Vous avez votre plan de lutte contre les réchauffements climatiques et vous démontrez comment vous êtes en train de mettre ça en œuvre. Et ce qui vous manque, et impliquer les populations dans ces efforts-là. Montrer comment vous avez éduqué votre population. Merci. Et que la population est consciente et commence aussi à s'impliquer dans cette lutte. Merci. Ce discours-là sera beaucoup plus construit, réaliste et convaincant scientifiquement. Voilà, donc il faut que les Africains puissent faire un effort, n'est-ce pas, en présentant aux bailleurs des projets bancables, des arguments, n'est-ce pas, qui arrivent à persuader les bailleurs que les fonds qui seront donnés seront effectivement affectés dans la lutte pour la préservation de l'environnement. C'est ça, exact. Ok, merci beaucoup. Aussi les populations. Merci, ce Louis. n'est pas seulement l'affaire de l'élite au plus haut niveau, mais c'est l'affaire aussi de l'appropriation à la base. Merci, Louis Magloire Kemayou. On a tendance à reprocher aux pays du Sud de mettre une valeur marchande dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Est-ce qu'il est possible que ces pays s'engagent effectivement dans cette transition écologique sans pour autant obtenir des compensations de la part des grandes puissances? Non, je crois que c'est de la mauvaise foi que de vouloir dire que ceux qui sont les plus mercantiles dans cette question de la transition écologique, ce sont les pays du Sud. Tout d'abord, les pollueurs, encore une fois, ils sont au nord. Ceux qui subissent les dégâts de la pollution, ils sont au sud. Pendant de nombreux siècles, et ils ont mesuré cela, l'industrialisation des pays du nord, leur développement économique et la prospérité de leurs industries a pollué, continue de polluer. Aujourd'hui, ils veulent s'engager dans une phase de transition et ils estiment que ce qu'ils ont fait avant, plus personne ne doit le faire. Naturellement que nous pensons à l'avenir, nous pensons à la terre et nous estimons qu'il n'y a pas deux terres. Jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, on doit prendre soin de cette terre parce que c'est elle que nous allons léguer aux générations futures. Et pour cela, depuis Kyoto, le principe de pollueur-payeur avait été mis en place.
non pas seulement sur la dimension mercantile, mais sur la dimension prise de conscience et prise de responsabilité des uns et des autres. Si l'Afrique pollue pour moins de 4%, et que ce sont les pays du Nord qui polluent pour le reste, les efforts doivent être faits par les pays du Nord, aussi bien pour compenser que pour limiter cette pollution. Et donc, si on renverse maintenant l'ordre de priorité pour estimer que ce sont ceux qui polluent le moins, qui doivent être le moins compensés et qui doivent faire le plus d'efforts, je pense qu'il y a une disproportion et quelque part, je voudrais être trivial, un foutage de gueule de la part de ceux qui le disent. Et donc, pour moi, si les pays du Nord estimaient que toute la question, toute la problématique de la gestion des fonds était liée au fait qu'il y a de la corruption et que les fonds ne sont pas toujours bien fléchés vers les destinations où elles devaient aller, il pourrait y avoir un droit d'ingérence écologique qui ferait qu'il soit là pour la co-réalisation des projets en termes de reboisement, puisque jusqu'à preuve du contraire, le bassin du Congo est l'un des 2 poumons de la planète avec l'Amazonie. Et donc, à partir de cet instant-là, si vous voulez faire des choses qui permettent aux Africains d'être compensés par rapport aux pertes que vous leur faites subir, aussi bien en termes de forêt, aussi bien en termes d'entreprises qui viennent également s'installer et qui extraient des mines et rendent des zones invivables sur le plan écologique et sur le plan social, je crois que on peut trouver une solution intelligente qui n'est pas uniquement de mettre à l'index les pays les plus faibles, mais de jouer toute sa partition pour que pays faibles comme pays forts s'en sortent face à cette question de la pollution, de l'environnement et puis du respect de l'environnement. Pour moi, il faut aller au-delà de ça parce que comme le disait Martin Luther King, soit nous vivons ensemble comme des frères, soit nous mourrons ensemble comme des idiots en faisant des choses qui ne correspondent pas aux priorités de l'heure. Et malheureusement, j'ai l'impression que ces priorités-là ne sont pas partagées par tout le monde, malgré tous les cycles de négociations qui se sont tenus et qui vont probablement encore se tenir dans les prochaines années. Merci, on va prendre une petite pause en écoutant la chanson Sola des frères Soki et on revient juste après. Sola nazui tango lelo pona lobela yo Mama na kobanga mingi sepo bambanda baleki Una komituna oh sola na mituni Bambanda mingi oh na boya concurrence Ina nini sola oko sala boye Nalepi nzoto o motema mozokinga Naleka wapi o bapangi ya Vincent Soki natuni na bato ngai naloba nini Sola nazui tango lelo pona lobela yo Mama na kobanga mingi sepo bambanda baleki Una komituna oh sola na mituni Bambanda mingi oh na boya concurrence Ina nini sola oko sala boye Nalepi nzoto o motema mozokinga Naleka wapi o bapangi ya Vincent Soki natuni na bato ngai naloba nini O sola sola jebongisa ndando ezaleli na yo Sola des frères Soki, Soki Vango et Soki Dianzenza dans l'orchestre Bella Bella, une chanson éditée en 1972. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Ngomba, journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée émettant de Kinshasa, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine.
Les conflits Tekeaka ont encore défrayé la chronique cette semaine. 35 personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées la nuit des mardis et mercredis dans l'attaque du village Boku à Kwamut, province du Mai-Ndombe. Encore un autre village attaqué, cette fois-ci dans le territoire de Bagata, province d'Ikwilu. Il s'agit du village Mayala, situé en face de la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa. Les bilans fait état de 7 morts et des maisons incendiées. Selon l'administrateur de ce territoire, Joseph Bankoto, qui livre de l'information, en appel à la responsabilité des autorités concernées pour mettre fin à cette insécurité. John Ngombwa, pourquoi, en dépit des différentes missions envoyées par le gouvernement dans cette province, en dépit des appels, n'est-ce pas, de certaines personnalités, il y a la gouverneure du Mai-Ndombe qui avait fait des appels, il y a le cardinal Lambongo, et pourquoi, à votre avis, la situation ne change toujours pas? Parce que Guy Maté, comme en médecine, quand vous posez pas un bon diagnostic, les remèdes que vous avez donnés ne vont pas guérir la maladie. Les responsables étatiques qui ont été gouvernementaux, qui ont été envoyés là-bas, je doute fort qu'ils aient fait un rapport sincère, véridique auprès du chef de l'État. Je crois que je ne vais pas révéler les secrets, mais il y a eu une forme de des rétentions d'informations. Tout n'a pas été dit au moment qu'il fallait. Et quel intérêt ces responsables auraient à retenir l'information John Ngombwa? Bon, il y a des enjeux sécuritaires, pas des enjeux, mais des objectifs sécuritaires et il y a des positionnements en province. Il y a la proximité de Kinshasa du point de vue sécuritaire avec le Grand Bandundu. Et donc, rapprocher l'insécurité à la porte de Kinshasa peut aussi faire l'affaire de certains pêcheurs en eau trouble, sans oublier le fait qu'il y aura eu certainement une récomposition politique avec des élections qui pointent à l'horizon. En tout cas, des bonnes sources, il m'est revenu que la gouverneure du Mai-Ndombe a eu notamment beaucoup de difficultés pour accéder au chef de l'État, alors qu'elle était la personne qualifiée pour pouvoir lui faire les rapports. Et il a fallu faire des mains et des pieds pour que le chef de l'État puisse la recevoir. Donc, voyez-vous, Guy Maté, il y a, comme on dit, une main noire dans cette histoire, parce que si ce n'était qu'une simple ou une banale histoire des terres, eh bien, ce serait localisé et ce serait terminé depuis longtemps. Or, malgré toute la répression, on a l'impression que cette graine est en train de se propager. Donc, il faut déterminer la vraie cause. Merci. Et à partir de ce moment-là qu'on pourra alors y remédier de manière efficace. Merci Dismas Kitenge. On parle maintenant d'un village situé non loin de la commune de Maluku ici à Kinshasa. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer la persistance de l'insécurité dans l'ex-Grand Bandundu? Est-ce qu'il s'est posé, comme vient de le dire John Ngombwa, il s'est posé un problème de diagnostic? Est-ce qu'on a été, n'est-ce pas, incapable de déceler la vraie cause, le problème de fond? Oui, moi je pense que le problème c'est que beaucoup a été fait, même si tout n'a pas été fait. En termes d'investigation, tout ça, mais quand même beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de rapports, y compris les rapports de l'évêque, du cardinal, qui a fait une mission pastorale, qui a donné les causes lointaines, proches, les acteurs. Ça c'est un peu connu. Le problème c'est quoi? C'est que ce qui reste à faire, à mon avis, il faut mettre en place une commission multipartenaire qui prend beaucoup de partenaires, la société civile, l'État, la société civile, les partenaires internationaux, pour faire la lumière encore, pour essayer d'épuiser. Deux grands problèmes, c'est qu'on n'applique pas toutes les recommandations, toutes les résolutions, tous les résultats d'enquête qui sont faits, qui ont été faits. L'application de toutes ces recommandations pose problème. Pourquoi ça pose problème? Ça, c'est le troisième niveau, c'est la politisation de ces dossiers-là. La politisation de ces conflits-là. Quand je dis politisation, ça signifie quoi? L'État, les autorités, à plusieurs niveaux de l'État, ont des hésitations à sanctionner les auteurs, à dégager leurs vraies responsabilités, par peur de perdre l'électorat de telle communauté ou telle autre communauté.
C'est ce que j'appelle la politisation dans les contextes préélectoraux que nous vivons. Aujourd'hui, on évite de blesser les Téké, puisqu'on va perdre l'électorat des Téké. On évite de blesser de responsabiliser les Yaka, puisqu'on va perdre. Donc, les dossiers politisés. Et troisièmement, quatrièmement plutôt, les dossiers socialisés. C'est devenu l'affaire des communautés. Et les communautés, alors qu'il y a des vrais responsables des individus qui ont agi d'une manière responsable, d'une manière individuelle, et qui doivent répondre de leurs responsabilités individuelles dans la commission de ces violations de droits humains et de ces infractions. Voilà. Et merci. Enfin, c'est le problème de l'impunité. Et ça, c'était avant. Le tout dernier, c'est que l'État ne veut pas s'assumer. Merci. On ne veut pas exercer l'autorité de l'État. Apparemment, nous avons perdu Dismas Kitenge. Louis Magloire Kemayou, ces phénomènes est vécu, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays africains, pas seulement en RDC. Et de votre point de vue, quelle pourrait être la meilleure façon de gérer et de régler ce type de conflit? Je pense que nous devons nous mettre véritablement sur le chemin de la construction de nations. On parle souvent d'États-nations, mais dans nos cas, on a plus des États que des nations. Et si jamais on arrivait à expliquer aux uns et aux autres que au-delà de l'appartenance à une tribu, à un groupe ethnique ou à quelque chose de considéré comme tel, il y a d'abord un destin national à assouvir, un drapeau à préserver et tout le reste. On pourrait déjà régler une grande partie des problèmes parce que les gens réfléchissent en mettant l'ordre de priorité sur des groupes qui sont tout petits au sein de la nation, même si cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'importance au sein de la nation, mais ils réfléchissent d'abord en ces termes-là avant de se projeter sur le plan national. Et donc pour moi, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, vu la jeunesse de nos États, vu la carence de moyens qu'il y a pour développer les pays, pour mettre en valeur les espaces dans lesquels vivent et cohabitent les populations, ça va être très compliqué. Donc pour moi, de façon simple, c'est pas aussi simple que ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudrait véritablement poser les jalons de la construction d'une nation dans nos pays qui sont encore très jeunes et dans lesquels les groupes qui ont été constitués presque de façon forcée vont apprendre à vivre harmonieusement et à constituer une nation au sein de laquelle chacun pourra se sentir heureux de faire partie du groupe et de contribuer à sa bonne marche. Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à John Ngomboa, Dismas Kitenge et Louis Magloire Kemayou d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui est à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Lomombe DJ Dadi sous la supervision d'Alex Essomé. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. On se sépare avec cette chanson Article 15 de Kabasele et Ampagna, Pépé Calais. On se retrouve le samedi prochain. Adamo, ao silikoli ya mboma eva mwana nanga ao buki ya ngaikila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre yo lukoko débrouillez-vous pour vivre. La vie mambo mingi suka ya makambo mwana mama opikaka motoki na yo tangisa bolonga kozela te sala lokola ba West Africain mama batoni lipopo bayese koluka sala lokola balibane na bakekeo batoni lipopo bayese koluka sala lokola bambotolokeshi mame batoni lipopo bayese koloka sala lokola andra watunda sala lokola madi baye mame azanse koloka moyen pour vivre yo lukoko
pour vivre. Article 15 moment, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Atana moito na mbula moto apusu amataki takende wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mopanga mwakopo ya masanga aloka mpo alata po vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Nalelie ayakate bamobali nanga bandeko asundolanga na bana nalongana na mombongo natekisongola loso nateka mwa londonda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Tala na libongo, bana mokumba bakokumba, tala ba de sever.